Heureux aux éditions Erol. Merci Saverio. Tout de suite, on change de sujet et on passe à notre dossier santé du jour. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Et dans notre dossier santé, ce matin, on va prendre à bras-le-corps un sujet d'inquiétude assez fréquent dans la population, autant d'ailleurs chez les hommes que chez les femmes, la perte de cheveux. Et pour en parler dans le détail, vous êtes avec nous, docteur Philippe Assouli, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et j'espère que vous allez tout de suite nous rassurer. Y compris Saverio Tomasella qui est resté avec nous parce qu'il n'en a plus beaucoup de cheveux. Il n'y a plus beaucoup de cheveux puisque vous dites que c'est en fait parfaitement normal de perdre ses cheveux. Alors racontez-nous pourquoi. Alors, il y a beaucoup de types de chutes de cheveux. On peut avoir des chutes de cheveux sous forme de plaques, on peut avoir des chutes de cheveux diffuses. Il y a ce que l'on appelle une alopécie, c'est-à-dire un manque de cheveux ou un manque de poils, qui peut être cicatriciel. Si vous recevez un traumatisme sur la tête et que vous avez une cicatrice, vous aurez une alopécie. Donc là, il n'y a pas de possibilité de repousse. Dans les alopécies qui ne sont pas cicatricielles, il y a plein de sortes de chutes de cheveux et la plus importante, la plus fréquente, c'est la pelade. Donc là, on parle de maladie, puisque c'est quelque chose qui n'est pas dans le commun. Et la plus grande source, de manière générale, de chute de cheveux diffuse, c'est ce que l'on appelle l'alopécie androgénique. Et l'alopécie androgénique, chez l'homme ou chez la femme, c'est cette réduction progressive de l'épaisseur du cheveu sur le sommet du crâne, ce que l'on appelle le vertex. Cette diminution de calibre des cheveux fait que, au fur et à mesure, ces cheveux qui sont de plus en plus petits, de plus en plus courts, qui ont une durée de vie plus courte, va donner naissance à terme chez l'homme à un simple duvet, et donc ça donne la calvitie, le fait qu'on n'ait plus de cheveux sur le haut du crâne. Il n'y a pas de femme contre la calvitie. Et chez la femme, on va avoir quelque chose qui est dans un degré moindre. Il va y avoir cette diminution progressive, mais il est rarissime qu'il y ait une telle diminution du capital cheveux. Mais on est d'accord qu'on perd tous des cheveux, même depuis la naissance. Enfin, on a toujours perdu des cheveux. On en perd combien en moyenne? Je veux dire, quand les choses vont bien, pas forcément dans les cas de maladie. Il y a un rythme saisonnier. Globalement, ça va être une trentaine de cheveux par jour disons, une soixantaine à l'automne et une trentaine en temps normal. On est comme les arbres. On a une saison à peu près, des cheveux. Une saisonnalité, absolument. Mais alors, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? À quel moment on se dit, là, j'en perds trop? D'abord, globalement, on s'inquiète peu. Oui, enfin bon, parce que c'est les cheveux qui se renouvellent. En dermatologie, il y a des sujets plus graves, j'imagine, que la perte de cheveux, c'est pas ça? C'est pas parce que c'est spectaculaire que c'est grave. D'accord. Et donc, par exemple, à l'automne, où vous entendez toutes ces publicités pour des compléments alimentaires et produits divers, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a ce phénomène régulier de chute de cheveux, il est attendu, il va durer 3-4 mois, ça va repousser derrière. Donc aucun stress là-dessus. Si quelqu'un fait un problème de Covid, il va se retrouver avec une fièvre importante, il y aura une chute massive de cheveux. Même le Covid fait perdre des cheveux, c'est une infection. Donc, c'est une infection, c'est un gros stress physique. Et donc il va y avoir des problèmes, soit digestifs, soit simplement fébriles, soit respiratoires. Enfin, tout ça peut être mêlé. Et après, une grippe, ce serait la même chose, j'imagine. Voilà. Si une grippe est aussi cognée que ça, ou une dengue dans des pays concernés, on peut perdre la moitié de ses cheveux en quelques semaines. Est-ce que c'est un côté génétique à la perte de cheveux? Je veux dire, est-ce que si je regarde mon grand-père, mon père, et qu'ils n'ont plus un cheveu sur le caillou, c'est ce qui va forcément m'arriver? C'est inéluctable ou pas forcément? C'est pas inéluctable. En fait, ça augmente. La prédisposition va faire que on va augmenter d'un facteur, mettons 10 environ, le risque lorsque un fils a son père qui a une alopécie androgénétique sévère, mais pour autant, c'est pas comme les petits poids de Mendel, ce qu'on apprenait en génétique, en sciences nat à l'époque, c'est pas tel père, tel fils, telle mère, telle fille, etc. Ça augmente ce risque et ça peut être présent ou absent dans un sens ou dans l'autre. Et puis il y a aussi des facteurs, je crois, qui peuvent aggraver la chute des cheveux. Je pense au stress, à la fatigue. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Ah bon? Non. Il n'y a aucune étude qui montre que le stress psychologique déclenche une chute de cheveux. Si vous êtes hyper stressé et que vous vous mettez à ne plus manger, vous aurez effectivement une chute de cheveux parce qu'il y aura un problème alimentaire. Si ça vous donne une diarrhée monstrueuse, il y aura une chute de cheveux parce que, etc. Mais le stress en lui-même n'est pas c'est un billard à 2 bandes ou à 3 bandes, mais c'est pas direct. Parce qu'on a toujours entendu des légendes urbaines qui disaient... après un accident, après un deuil, j'ai perdu... Il y a des pelades, soi-disant, qui sont expliquées par le stress, non? Oui, c'est-à-dire que pour la pelade, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on a une prédisposition auto-immune qui fait que dans notre menu de départ, il y a ce risque-là. Mais
un des facteurs parmi tant d'autres peut être un stress. Dans des cas très particuliers, il y a un choc majeur et le lendemain, il va y avoir une chute de cheveux massive. Dans l'extrême majorité des cas, il n'y a pas de cause particulière connue et on mettrait beaucoup moins ça en avant pour d'autres pathologies qui n'affecteraient pas la peau ou les cheveux. C'est une espèce de vieille habitude, là encore, d'accuser le stress dans des pathologies dermatologiques. Allez, docteur Assouline, ne bougez pas. On va évidemment passer aux solutions pour lutter contre la perte de cheveux. Celle qui nous pose un problème, bien sûr, parce que vous avez tout à fait le droit, surtout chez ces messieurs, d'assumer ça très bien. Nous, les crânes dégarnis, ça nous pose aucun problème avec Julia, mais en revanche, si vous voulez y remédier, eh bien, c'est sur Europe 1 que ça se passe. C'est le prix de son assurance auto. GMF, premier assureur des agents du service public. Conditions de l'offre et du contrat Autopass en agence GMF. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre magazine qui vous parle de votre vie quotidienne, de comment la rendre encore meilleure, plus chevelue surtout ce matin, puisqu'on fait le point dans notre dossier santé du jour sur la perte de cheveux. Et on en parle avec un spécialiste du sujet, le docteur Philippe Assouli, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors, docteur, en préparant cette émission, vous nous avez dit que le tabac particulièrement pouvait être un ennemi de nos cheveux. Alors, expliquez-nous. De nos poumons, on savait, mais de nos cheveux, on n'était pas tout à fait au courant. De beaucoup d'organes, il y a tellement de composants dedans qui ont un effet toxique que c'est difficile de savoir quelle est l'origine des effets négatifs sur le cheveu. En tout cas, il y a un effet sur la papille dermique, là où se régénère le cheveu, etc. Et on a globalement, d'un point de vue statistique, 2 fois plus de chutes de cheveux chez le fumeur. Ah d'accord. Une raison de plus d'arrêter de fumer, oui, en fait, et de jamais commencer surtout. À combien de cigarettes ça commence à... On ne sait pas très bien. Il y a des études qui disent qu'à partir de 10 cigarettes par mois, ça déclenche ce risque, ce surrisque. Par mois. D'accord. Ouais. Okay. Bon, zéro, c'est le mieux. Alors, c'est le zéro. Vous avez dit tout à l'heure que donc le stress, en tout cas, il n'y avait pas de preuves scientifiques sur le fait que ça pouvait accélérer ou lancer une perte de cheveux. En revanche, vous avez dit ça peut être si on a des carences, si on mange pas bien, effectivement. C'est des carences en quoi qui font qu'on perd les cheveux? Alors, sous nos contrées, on a peu de carences, globalement, on a plutôt surdose de beaucoup de choses. En cela, les compléments alimentaires n'ont pas d'intérêt particulier. Si par contre, on se met à faire un régime très vigoureux avant l'été et qu'on va perdre quelques kilos assez rapidement, il y aura une chute de cheveux parce que le cheveu, comme dans les histoires de chimiothérapie, on voit bien que c'est fait de cellules qui se multiplient à une vitesse grand V. Et dès qu'on a quelque chose qui va manquer ou un stress physique, c'est dans le cheveu que ça va se manifester. Donc il y aura une chute de cheveux dans ce cas-là, mais c'est des multicarences et c'est pas un aliment du cheveu ou un truc précis qui va permettre de changer la donne. Alors vous parliez des gens qui veulent perdre du poids, et puis il y a aussi ceux qui sont en surpoids. Alors bon, on sait c'est pas terrible du tout pour la santé, mais c'est pas terrible aussi pour la santé de nos cheveux. C'est bien ça? Expliquez-nous. Alors c'est difficile d'être radical là-dessus. Pour une femme qui est en surpoids, par exemple, on va avoir un stockage dans la graisse des hormones masculines. Et donc, on va avoir plus facilement ce que l'on appelle un hyperandrogénisme, une manifestation des hormones masculines, de l'acné, de l'hyperséborrhée, donc une peau plus grasse, des cheveux plus gras, une chute de cheveux. Donc tout ça va être plutôt négatif sur la santé du cheveu. Et surtout chez les femmes, c'est valable, les questions de poids liées aux cheveux. C'est davantage répertorié chez la femme. Alors on va passer aux solutions, évidemment. Si jamais j'ai effectivement une alopécie, je perds mes cheveux, comment on traite ça dans un premier temps? Qu'est-ce que vous faites en première intention? Bon, j'imagine que vous regardez déjà s'il n'y a pas de problèmes médicaux qui pourraient expliquer ça. Oui, il faut regarder. D'abord, il faut poser un diagnostic. C'est l'alopécie, la chute de cheveux, c'est un peu comme le mal de ventre. C'est-à-dire qu'il faut faire la part entre le fait que j'ai mangé quelque chose la veille qui m'a pas réussi et un cancer de l'estomac. Donc, on va avoir toute une arborescence qui permet d'arriver à un diagnostic. Et si on arrive à une chute de cheveux passagère, on ne fera rien. Si on a un problème de thyroïde, on va traiter la thyroïde. Si c'est un problème d'alimentation, c'est à gérer, etc., etc. Si c'est un problème de pilule, il va falloir changer de pilule. S'il y a des règles hyper abondantes, il va falloir changer aussi de ce côté-là chez une femme. Si c'est une alopécie androgénique, chez un homme par exemple,
il y a 2 traitements qui existent et qui fonctionnent, qui sont le minoxidil, qui est une lotion qu'on applique sur le cuir chevelu. Donc là, il y a plein de génériques. C'est sur prescription, ça? Non, ça s'achète comme ça. Mais minoxidil, c'est ça? Minoxidil, c'est le nom de la molécule. Ça fonctionne, ça, bien? Oui, ça fonctionne bien. Mais c'est pas quelque chose, ça peut se prendre comme ça. Mais il faut qu'il y ait quand même un certain suivi, dans le sens où il faut qu'il y ait une photo de départ, voir l'évolution ensuite, et c'est pas un truc qui va se prendre, on va arrêter, on va reprendre, on a l'impression que ça fonctionne pas, il faut être comme tout traitement. Ça fait repousser les cheveux, juste, excusez-moi Julia, mais où ça ralentit la chute, en fait, le minoxidil? On va dire 2/3 à 3/4 des cas, ça bloque la chute de cheveux de manière définitive, en étant poursuivi ad vitam. Ah oui, d'accord. C'est super. Et on va avoir, mettons, 20% des gens pour lesquels il y a une repousse visible. Mais vous parlez des hommes pour ce médicament? C'est uniquement pour les hommes? Et le minoxidil s'applique aussi chez la femme. C'est le seul produit qui existe qui soit tricogène, qui fasse pousser. Si on le met sur l'avant-bras gauche, on aura plus de poils, enfin plus épais que sur l'avant-bras droit. Ah oui. Donc ça fait pousser. C'est pour ça que si on en met de trop chez une femme, on aura une augmentation de la pilosité sur le visage. Donc comme tout médicament, on va trouver la bonne dose adaptée, ni trop peu, ni trop fort. Et vous parliez d'un deuxième médicament, il n'y en avait pas un deuxième? Et donc pour l'homme, c'est le finastérid, le nom de la molécule. C'est un traitement qui s'avale. Et ce médicament va donner à peu près les mêmes taux de succès, mais il y a des gens qui vont bien répondre à l'un, bien répondre à l'autre. On démarre en principe par le minoxidil, qui est un médicament pour lequel il y a moins d'effets secondaires, moins de questions à se poser, ça marche plus vite. Oui, parce qu'il faut le dire, le médicament dont on parle, il y a eu quelques échos dans la presse, notamment d'effets secondaires sur la libido, des problèmes d'érection chez des hommes. On parle souvent des témoignages comme ça, mais c'est pas tous les patients à qui ça arrive. Néanmoins, il faut prévenir les patients, ça peut arriver. C'est quoi, rappelez-nous, les effets secondaires? Donc les effets secondaires principaux, c'est de la baisse de libido et la baisse d'érection. Chez 2% des personnes à peu près, et puis maintenant c'est en fait entre 1 et 2%. Moins chez les sujets jeunes, plus chez des sujets plus âgés. Et si on arrête le médicament, c'est réversible? Les effets secondaires s'en vont, mais c'est un sujet extrêmement polémique avec des associations, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, qui sont assez actives et qui désireraient que le médicament soit arrêté. Bon, je pense que c'est un médicament qui rend des services très importants avec des gens qui peuvent souffrir d'une chute de cheveux. Il ne faut pas le négliger. Il y a des âges chez des gens jeunes où il y a des problèmes de suicide de manière générale. Ça peut avoir des répercussions psychologiques très importantes parfois. La chute de cheveux peut avoir, comme une acné peut avoir, comme d'autres pathologies qui peuvent paraître anodines pour d'autres spécialités médicales, mais qui font que les gens peuvent souffrir de cette pathologie. Donc il faut répondre à cette demande, sans que ce soit une pathologie, l'alopécie, mais on répond à quelque chose qui peut être une altération sévère de la qualité de vie. Et dites-moi, docteur, on en pense quoi des lumières LED pour essayer de faire repousser le cheveu? Alors, c'est très discuté. Je pense que ça ne fonctionne pas. D'accord. Bon, au moins, c'est clair. Alors, si ça ne fonctionne pas, tout ce dont on vient de parler, Propecia, minoxidil, les lumières LED qui ne fonctionnent pas, il n'y a pas de preuve. Il y a évidemment la greffe de cheveux. En gros, on procède comment? Il nous reste peu de temps, mais ça s'adresse à qui, la greffe? Pas des gens trop jeunes. Ça peut être chez l'homme ou chez la femme. Il faut que la chute de cheveux soit bloquée. Si on a une chute de cheveux qui n'est pas bloquée, chez un homme par exemple, qui continue de s'étendre et qu'on fait des greffes, on va avoir des cheveux qui vont être plantés comme des poireaux et qui vont laisser derrière eux une zone désertique. Donc qui va être très moche. Il faut que ce soit arrêté, quoi, c'est ça. Voilà, il faut être sûr, d'après des clichés, que ça ne bouge plus pour pouvoir mettre là où ça manque. On a quelques questions de nos auditeurs qui vous demandent, par exemple Marie-Pierre sur Twitter, y a-t-il des gestes du quotidien à éviter? Par exemple, est-ce qu'il faut éviter les colorations, les shampoings secs, les lacs? Tout ça ne déclenchera pas de chute. Ça va abîmer le cheveu, la tige pilaire qui est une structure morte. Donc si on met un shampoing sec, on va rajouter les produits qui ne sont pas toujours très sains, ça dépend des types de shampoing sec, mais ça va faire une espèce d'agglomérat qui va pomper le sébum. Si on fait des teintures, on va abîmer éventuellement la tige pilaire, a fortiori des décolorations qui vont faire que le cheveu va, au fur et à mesure du nombre de teintures rajoutées au soleil, à la piscine, bref, tout un tas de traumatismes sur le cheveu vont se rajouter et le bout du cheveu va être de plus en plus abîmé, mais ça ne déclenchera pas de chute. Oui. Une autre question de Jessica sur Instagram, sur notre compte Instagram, elle demande si les chignons trop serrés, comme pour les danseuses, ce n'est pas non plus risqué pour les cheveux. Est-ce qu'à force de les tirer, ils ne risquent pas de tomber davantage? Si, bien sûr. C'est-à-dire que tout ce qui va tirer le cheveu, alors c'est encore plus valable quand le cheveu est crépus, donc chez les personnes d'ascendance africaine, ça l'est moins sur des cheveux asiatiques, on va dire, mais
tous les phototypes, toutes les personnes vont avoir, s'il y a une tension sur le cheveu, une disparition progressive. Ce qui fait qu'un brushing, s'il est trop tendu, va déclencher ce phénomène-là. Si on tire les cheveux en arrière, que ce soit sur la zone médiane, juste Et porter devant, des au niveau du casquettes front. pour les messieurs, on dit parfois que si on porte trop de casquettes, on va perdre les cheveux, non? Sans influence, non, c'est une vieille histoire avec les képis, les casquettes, ça non. Pas de problème. Allez-y pour les casquettes. Merci beaucoup, docteur Assouli, d'avoir été avec nous dans Bienfait pour vous. Merci pour tous vos conseils pour nous permettre de garder une chevelure flamboyante et bien fournie le plus longtemps possible. Mais tout de suite,